La tasse en porcelaine trembla sur le plateau. Non à cause du poids, mais des mains de celle qui la tenait. De l'autre côté de la double porte en chêne, des voix résonnaient dans des langues qu'elle n'était pas censée comprendre. Français, mandarin, arabe. Toutes parlaient en même temps, comme si le monde entier s'était réuni dans cette salle de l'hôtel Continental pour déchiffrer un secret qui résistait depuis des décennies. La fillette de 12 ans ajusta le tablier blanc que sa mère avait repassé la veille. Le tissu sentait encore l'assouplissant bon marché et l'espérance. Elle inspira profondément. Poussa la porte. Le silence fut instantané. 15 paires d'yeux se tournèrent vers elle. Non par curiosité, mais avec l'indifférence réservée à ceux qui servent et disparaissent. Elle faisait partie du décor. Un détail fonctionnel. Invisible jusqu'au moment où l'on aurait besoin de plus de café. Elle marcha entre les fauteuils capitonnés où des hommes et des femmes en costumes impeccables débattaient de phonèmes et de syntaxe. Ses chaussures usées produisaient un son doux sur la moquette rouge. Personne ne s'arrêta de parler. Personne ne la regarda vraiment. Sauf un homme. Il se tenait debout, près de la fenêtre panoramique donnant sur le centre-ville. Grand, les cheveux gris peignés en arrière, des lunettes à monture dorée qui reflétaient la lumière du matin. Il portait un costume 3 pièces qui coûtait probablement plus que 6 mois de loyer de la maison où elle vivait avec sa mère. Ses mains gesticulaient pendant qu'il parlait en allemand avec une femme aux cheveux roux. Mais ses yeux suivaient la fillette comme un radar. Elle servit le thé. Versa le liquide ambré dans les tasses avec soin. Personne ne la remercia. On s'attendait à ce qu'elle sache faire cela sans en renverser une goutte. Sa mère le lui avait appris. Sois rapide, silencieuse, efficace. Il n'y avait pas de place pour l'erreur quand ton nom portait le poids de 3 générations de domestiques. Lorsqu'elle eut terminé, elle se retourna pour sortir. C'est alors qu'elle entendit la voix. C'est impressionnant comme ils s'attendent à ce que nous servions le thé pendant que le monde s'effondre sous nos yeux. L'homme aux lunettes dorées avait parlé en anglais. Sa voix tranchait l'air comme une lame affûtée enveloppée de velours. Il ne la regardait pas. Il regardait quelque chose au centre de la salle. Quelque chose qu'elle n'avait pas encore remarqué. Une table en verre. Et dessus, protégée par une cloche en acrylique, une tablette de pierre de la taille d'un gros livre. La surface était couverte de symboles gravés. Des lignes qui dansaient. Des cercles qui s'entrelaçaient. Des points qui formaient des constellations impossibles. Le cœur de la fillette bondit. 3 mois. L'homme parlait maintenant en français, s'adressant à tout le groupe. 3 mois depuis que cette tablette a été découverte dans les ruines d'un camp militaire abandonné où il cascade. 3 mois, et aucun de nous n'a pu déchiffrer une seule ligne. C'est comme si ce langage avait été conçu pour nous humilier. Une femme portant des lunettes de soleil répondit en espagnol. Peut-être parce que ce n'est pas une langue. Peut-être un code. Un chiffre militaire. Les codes peuvent être brisés. La voix de l'homme prit un ton d'impatience. Les langues peuvent être comprises. Mais ceci est une insulte à la linguistique moderne. Il tapota légèrement la cloche du bout des doigts. Le son résonna dans la pièce. La fillette ne pouvait détacher ses yeux de la tablette. Ces symboles, ces formes. Elle les connaissait. Non pas des livres ou des cours. Elle les connaissait d'un autre endroit. Un endroit qui sentait la cigarette et l'encre d'imprimerie. Un endroit où les histoires se racontaient à voix basse, comme des secrets transmis de main en main. Tu es congédié. La voix de sa mère venait du coin de la salle. Elle était adossée au mur, tenant un plateau vide. Son visage était un masque de neutralité professionnelle. Mais ses yeux disaient autre chose. Ils disaient « Sors d'ici maintenant. Ne regarde pas. N'écoute pas. N'existe que juste assez. » La fillette obéit. Elle prit le plateau et marcha vers la porte. Mais ses yeux revinrent une dernière fois vers la tablette. Vers les symboles qui pulsaient dans sa mémoire comme un cœur oublié. Elle les reconnaissait. Chaque ligne. Chaque courbe. Chaque point. C'était la langue que son grand-père lui avait apprise. Des heures plus tard, lorsque le symposium fit une pause pour le déjeuner, elle retrouva sa mère dans la cuisine de l'hôtel. L'air était saturé d'ail et d'huile chaude. Les casseroles bouillonnaient sur les fourneaux industriels. Les serveurs entraient et sortaient, portant des assiettes couvertes de cloches argentées. « Maman !» La femme ne se retourna pas. Elle continuait à disposer des plats de dessert sur un plateau. « Maman, je dois te dire quelque chose. » Pas maintenant. Mais c'est important. La tablette qu'ils étudient. Je connais ces symboles. Les mains de la mère s'immobilisèrent. Un instant, tout resta suspendu. Puis elle se retourna. Son visage était fatigué. De profondes lignes marquaient le coin de ses yeux.
Elle travaillait dans des hôtels depuis ses 15 ans. Avait servi des milliers de personnes. Sourit quand elle ne le voulait pas baisser la tête quand il le fallait. Et maintenant, elle regardait sa fille avec un mélange d'amour et de peur. Non. Mes grands-pères me les a appris. Ils disaient que c'était la langue des montagnes. La langue que les soldats utilisaient pour. J'ai dit non. La voix de la mère fendit l'air comme un fouet. Tu ne diras rien. Tu ne te mêleras pas de ça. Ces gens-là, ils se fichent de ce que tu sais. Ils t'utiliseront, te jetteront, et ne te donneront jamais le moindre crédit. Tu es une enfant. Tu es noire. Tu es la fille d'une domestique. Pour eux, tu n'es qu'une ombre. Les mots firent plus mal qu'une gifle. Parce qu'ils étaient vrais. La fillette le savait. Elle avait appris très tôt que le monde avait des règles invisibles. Des règles qui déterminaient qui pouvait parler, qui pouvait rêver, qui pouvait être vu. Mais je peux aider. Aider. La mère rit. Ce fut un son amer. Tu crois qu'ils veulent de l'aide? Ils veulent avoir raison. Ils veulent la gloire. Ils veulent que leur nom soit retenu. Personne ne remerciera une fillette de 12 ans d'avoir résolu ce qu'ils n'ont pas pu comprendre. Elle prit le plateau de dessert et le poussa dans les mains de sa fille. Maintenant, retourne travailler. Et oublie ce que tu as vu. Mais elle ne pouvait pas oublier. Toute l'après-midi, pendant qu'elle servait de l'eau et ramassait des verres, ses yeux revenaient sans cesse vers la tablette. Les symboles brillaient sous la lumière des lustres. Il l'appelait. Lui murmurait des histoires qu'elle connaissait par cœur. L'homme aux lunettes dorées passa la majeure partie du temps devant la tablette. Il prenait des notes dans un carnet en cuir. Comparait les symboles à des images sur sa tablette numérique. Parfois, il levait les yeux et regardait autour de lui avec une expression de mépris à peine dissimulée. Son nom était Dr Vincent Hale. La fillette avait entendu les autres l'appeler ainsi. Il était célèbre. Un polyglotte qui parlait 17 langues. Auteur de livres présents dans les bibliothèques des universités les plus prestigieuses du monde. Un homme qui avait consacré sa vie à percer les mystères de la communication humaine. Et maintenant, il échouait. C'est inutile. Il jeta son stylo sur la table. Celui qui a créé ceci ne voulait pas que ce soit compris. C'est une langue morte. Conçue pour mourir. Peut-être que ce n'est pas une langue. La femme aux cheveux roux s'approcha. Peut-être de l'art. Ou un rituel. Quelque chose de symbolique. Symbolique. Il rit. Professeur, les symboles ont un sens. Ceci, ce n'est que du bruit pétrifié. La fillette serra le plateau entre ses doigts. Du bruit. Il avait appelé cela du bruit. La langue que son grand-père utilisait pour raconter des histoires de guerre et de survie. La langue que les soldats avaient utilisée pour se protéger les uns les autres. La langue qui portait les mémoires d'hommes qui ne revinrent jamais chez eux. Du bruit. C'est alors que le docteur Hale la regarda. Ses yeux étaient froids, calculateurs. Comme s'il évaluait un objet curieux. Toi. Il pointa du doigt. Fille. Depuis combien de temps es-tu là, immobile? Elle déglutit. Je faisais juste. Réponds à la question. Quelques minutes. Il sourit. Ce n'était pas un sourire bienveillant. C'était le sourire de ceux qui veulent rappeler aux autres leur place. Quelques minutes. Il répéta lentement les mots. Quelques minutes à regarder quelque chose que les plus grands linguistes du monde n'arrivent pas à déchiffrer. Dis-moi, comprends-tu ce que tu vois? La salle se tut. Tous les regards se tournèrent vers elle. Encore une fois. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas de l'indifférence. C'était une curiosité morbide. Comme regarder un accident sur le point de se produire. Sa mère était dans le coin de la salle. Ses yeux suppliaient. Ne parle pas. Ne dis rien. Baisse la tête et sors. Mais la fillette regarda la tablette. Les symboles dansaient sur la pierre comme des oiseaux en vol. Et elle se rappela la voix de son grand-père. La voix qui racontait des histoires de montagnes lointaines et de ciel plein d'étoiles. La voix qui disait « Les mots ont du pouvoir. Ne laisse jamais personne te voler tes mots. » Elle ouvrit la bouche. Et répondit « Oui, je comprends. » Le docteur Hale cligna des yeux. Une fois. 2 fois. Puis il se mit à rire. Un rire fort, strident, qui résonna contre les murs. Les autres se joignirent à lui. Des rires qui coupaient comme du verre brisé. Tu comprends. Il essuya une larme au coin de son œil. Une enfant qui sert le thé comprend ce que nous, docteurs et professeurs, n'arrivons pas à déchiffrer. Comme c'est commode. Il se pencha en avant. Son visage était si proche qu'elle pouvait sentir l'odeur du café sur son haleine. Alors dis-moi,
Petite Jenny. Qu'est-ce qui est écrit ici? Il pointa la première ligne de la tablette. Les symboles brillaient sous la lumière. Elle les connaissait. Elle les connaissait tous. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. Le directeur de l'hôtel entra, suivi de 2 hommes en costume. Ils murmurèrent quelque chose à l'oreille du docteur Hale. Il fronça les sourcils. Fit un signe de tête. Regard à la fillette une dernière fois. Ce n'est pas fini. Et il sortit. Emporta la tablette avec lui. La fillette resta là, immobile, le plateau vide dans les mains. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Autour d'elle, les gens reprirent leur conversation. À rire. À exister dans un monde où elle n'avait pas de voix. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose de petit, mais d'impossible à ignorer. Elle avait dit la vérité. Et désormais, il n'y avait plus de retour possible. Si cette histoire te plaît, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour suivre les prochains chapitres de cette incroyable aventure. La nuit tomba sur la ville comme un lourd rideau. La fillette était allongée sur son lit étroit, les yeux fixés sur le plafond fissuré de l'appartement. À côté d'elle, sa mère dormait d'un sommeil agité, murmurant des mots incompréhensibles au milieu de ses rêves. L'appartement était petit. 2 pièces séparées par un mince rideau. Une cuisine qui servait aussi de salon. Une salle de bain aux carreaux cassés. Mais c'était chez elle. Elle n'arrivait pas à dormir. Les symboles de la tablette dansaient derrière ses paupières closes. Des cercles qui s'entrelaçaient comme des serpents. Des lignes qui montaient et descendaient comme des montagnes dessinées par un enfant. Des points formant des constellations que son grand-père disait être des cartes du ciel nocturne des îles Cascades. Il était mort 3 ans plus tôt. Un cancer. Rapide et cruel. Mais avant de partir, il avait passé d'innombrables après-midi à enseigner à sa petite fille cette étrange langue. Il disait que c'était un secret. Un héritage. Quelque chose qui devait survivre, même quand tout le reste serait oublié. Les mots sont des graines, disait-il souvent, assis dans sa chaise à bascule qui grinçait à chaque mouvement. Plante-les au bon endroit, et elles créeront des forêts entières. Elle avait cru que ce n'étaient que des histoires. Les récits d'un vieux soldat cherchant à donner un sens à une guerre qui lui avait volé sa jeunesse. Jamais elle n'aurait imaginé que ces symboles existaient réellement. Gravés dans la pierre. Étudiés par des gens importants dans des hôtels luxueux. Elle se retourna dans son lit. La fenêtre donnait sur une ruelle étroite. En bas, des chats fouillaient des sacs d'ordures. Un couple se disputait en espagnol. Quelqu'un faisait jouer de la musique trop fort pour une heure pareille. La vie continuait sans pause, sans douceur, sans se soucier de ceux qui devaient se lever tôt le lendemain. Elle ferma les yeux. Essaya de se souvenir de la voix de son grand-père. De la manière dont il prononçait chaque symbole comme une chanson. Ce n'est pas seulement une question de son, disait-il. C'est une question d'intention. Chaque mot porte le poids de celui qui le prononce. C'est pour cela que les soldats l'utilisaient. Parce que les mensonges ne survivent pas dans cette langue. Elle s'endormit en pensant à cela. À des vérités qu'on ne pouvait pas déguiser. À des mots qui portaient le poids de vies entières. Le lendemain matin, le symposium reprit. La fillette et sa mère arrivèrent à l'hôtel avant le lever du soleil. Le directeur était nerveux. Il allait et venait dans le hall, vérifiant des détails invisibles, redressant des cadres déjà parfaitement alignés. « Aujourd'hui est un jour important », dit-il à l'équipe réunie dans la cuisine. Des journalistes arrivent. La presse internationale veut couvrir le symposium. Nous devons atteindre la perfection absolue. Pas d'erreur. Pas de distraction. La mère de la fillette hocha la tête. Elle mit son tablier. Noua ses cheveux en un chignon serré. Jeta à sa fille ce regard qui disait tout sans mots. L'invisibilité, c'est la sécurité. Ne te fais pas remarquer. Mais ce que le docteur Vincent Hale voulait, c'était justement de l'attention. Lorsque la fillette entra dans la salle du symposium en portant un plateau de croissants, il se trouvait au centre d'un cercle de journalistes. Les lumières des caméras illuminaient son visage. Des micros se tendaient vers lui comme des fleurs cherchant le soleil. La découverte de cette tablette, disait-il dans un anglais parfait, avec cet accent britannique qui rendait chaque mot solennel, représente l'un des plus grands mystères linguistiques du siècle. Une langue totalement inconnue. Sans lien avec aucun idiome moderne ou ancien. C'est comme si elle était tombée du ciel. Un journaliste leva la main. « Dr Hale, depuis combien de temps travaillez-vous sur la traduction ?»« 3 mois intensifs, » répondit-il en ajustant ses lunettes dorées. « Mon équipe et moi avons consacré chaque heure disponible à ce projet. Et je peux dire avec confiance que nous sommes proches d'une découverte significative. » Mensonge. La fillette faillit laisser tomber le plateau. Il mentait. Il n'avait fait aucune découverte.
Hier encore, il avait appelé cette langue du « bruit pétrifié ». Et quelle serait cette découverte? Demanda un autre journaliste. Le docteur Hale sourit. Un sourire calculé. Pratiqué. Je ne peux pas encore révéler de détails. Mais je vous assure que lorsque nous publierons notre article, le monde de la linguistique ne sera plus jamais le même. Il regarda autour de la salle. Ses yeux croisèrent ceux de la fillette. Pendant une seconde, quelque chose passa sur son visage. Ce n'était pas de la colère ni du mépris. C'était pire. C'était la reconnaissance d'une menace. Petite, insignifiante, mais bien réelle. Puis il détourna le regard. Continua de parler. De répondre aux questions. De construire une histoire où il était le héros. Le génie solitaire qui perçait les mystères impossibles. La fillette servit les croissants en silence. Mais ses mains tremblaient. Pas de peur. De colère. La même colère que sa mère portait sur ses épaules. Celle de connaître des vérités qu'on vous force à avaler. D'avoir des réponses qu'on vous interdit de dire. Pendant la pause du matin, elle trouva l'un des linguistes seuls dans la bibliothèque de l'hôtel. C'était un homme âgé, barbe grise, regard bienveillant. Il feuilletait un gros livre sur les langues disparues. « Excusez-moi, » dit-elle à voix presque basse. Il leva les yeux. « Oui. Je voulais vous poser une question. À propos de la tablette. » L'homme referma le livre. Étudia son visage avec curiosité. « Tu es la fille qui sert le thé, n'est-ce pas ?» Elle acquiesça. Et qu'est-ce qu'une fille qui sert le thé veut savoir sur la linguistique ancienne? Il n'y avait pas de méchanceté dans sa voix. Juste une sincère perplexité. Comme si l'idée que quelqu'un comme elle puisse s'y intéresser était aussi absurde qu'un poisson voulant voler. Je me demandais si vous aviez envisagé que ce ne soit peut-être pas une langue ancienne. Il inclina la tête. Explique-toi. Et si elle était récente, disons, d'il y a quelques décennies, quelque chose créé pendant la guerre? L'homme rit. Pas méchamment comme le docteur Hale, mais cela fit mal quand même. Ma chère, cette tablette a été trouvée dans des ruines vieilles d'au moins 100 ans. Et la langue gravée dessus ne correspond à aucun code militaire connu. Crois-moi, nous avons vérifié. Mais si. Écoute, l'interrompit-il avec douceur, j'admire ta curiosité. Vraiment. Mais c'est un travail pour des professionnels. Des gens qui ont consacré des décennies à étudier la phonétique, la morphologie, la syntaxe. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend en regardant des films ou en lisant sur Internet. Il se leva, prendit son livre, lui tapota l'épaule, comme pour consoler un enfant qui ne comprend pas pourquoi il ne peut pas toucher aux objets précieux du magasin. Continue à bien servir le thé. C'est un talent précieux. Et il partit. La fillette resta là, immobile, sentant le poids de ses mots. Continue à bien servir le thé. Comme si c'était tout ce à quoi elle pouvait aspirer. Comme si ses mains n'étaient bonnes qu'à porter des plateaux, et jamais à tenir des stylos. Mais alors, elle se souvint de ce que disait son grand-père. Le monde essaiera de te rendre petite. Te convaincre que tu n'as pas ta place dans les grands espaces. Mais les espaces, on ne te les donne pas. On les prend. L'après-midi, le docteur Hale donna une conférence. La salle était pleine. Journalistes, étudiants, linguistes. Tous suspendus à ses mots. Il parlait de sa carrière. Des 17 langues qu'il maîtrisait. Des traductions qu'il avait faites. Des prix qu'il avait reçus. Le langage, dit-il en marchant sur la scène comme un acteur chevronné, c'est le pouvoir. Celui qui contrôle les mots contrôle le récit. Et celui qui contrôle le récit contrôle l'histoire. Applaudissements. Beaucoup d'applaudissements. La fillette était au fond de la salle, adossée au mur. Observant. Apprenant. Pas la linguistique. La mise en scène. Comment des hommes comme lui construisaient des empires d'admiration à force de confiance inébranlable et de présence imposante. Mais quelque chose me dérange, continua-t-il. Certains pensent que la linguistique est démocratique. Que n'importe qui peut, un matin, se lever et déchiffrer des codes millénaires. Que le talent naturel dépasse des années d'études. Il marqua une pause. Regarda directement vers l'endroit où elle se trouvait. Ces gens ont tort. Terriblement tort. C'est là qu'elle comprit. Ce n'était pas une question de langue. Ni de tablette. C'était une question de pouvoir. De qui avait la permission de savoir. De qui avait le droit d'être vu comme intelligent. Et elle, avec sa peau sombre et son tablier blanc, n'entrait pas dans cette équation. La colère monta. Mais avec elle, monta aussi autre chose, la détermination. La même que sa mère utilisait chaque jour pour se lever avant le soleil et rentrer après son coucher.
La même que son grand-père avait utilisée pour survivre à la guerre et rentrer vivant. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, elle retourna seule dans la salle du symposium. La sécurité de l'hôtel était faible. Une porte latérale mal fermée. Un couloir vide. La salle, éclairée seulement par la lumière de la rue entrant par les fenêtres. La tablette était là. Seule sur la table en verre. Sans la cloche protectrice. Juste la pierre et ses secrets. Elle s'approcha. Son cœur battait si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. Elle toucha la surface froide de la tablette. Les symboles étaient profonds. Gravés avec soin par des mains qui voulaient que cela dure. Que cela survive. Elle commença à lire. Pas à voix haute. Juste en bougeant les lèvres. Chaque symbole devenait son. Chaque son, mot. Chaque mot, sens. Ce n'était pas une carte. Le docteur Hale avait tort. Ce n'était pas un code militaire. Les autres avaient tort. C'était quelque chose de bien plus simple et de bien plus profond. C'était un poème. Une plainte. Une lettre d'adieu. Les larmes vinrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Parce qu'elle reconnaissait cela. Elle reconnaissait la douleur. Elle reconnaissait le manque. C'était la même que celle que son grand-père portait dans son regard quand il parlait des amis qui ne revinrent jamais. Des hommes laissés derrière. Des noms que lui seul se souvenait encore. Et elle était là. Gravée dans la pierre. Pour ne jamais être oubliée. Elle entendit des pas rapides. Proches. Elle s'éloigna de la tablette. Se cacha derrière un lourd rideau. Son cœur s'emballa. La porte s'ouvrit. Le docteur Hale entra. Il n'était pas seul. 2 hommes l'accompagnaient. Ils portaient des costumes sombres. Des mallettes métalliques. « Nous avons un problème », dit l'un d'eux en anglais, avec un accent allemand. La presse pose des questions. Ils veulent savoir quand nous aurons des résultats concrets. Ils en auront, répondit le docteur Hale. Bientôt. Vincent, cela fait déjà 3 mois. Tu avais promis une traduction complète. Ton financement en dépend. Ta réputation en dépend. Le docteur Hale frappa la table du poing. La tablette trembla. Je sais ce qui est en jeu. Tu crois que je ne le sais pas? Ma carrière entière repose sur cette foutue pierre. Silence. Alors, que vas-tu faire? Il inspira profondément. Ajusta ses lunettes. Quand il parla de nouveau, sa voix était calme. Maîtrisée. Froide. Je vais inventer. Créer une traduction plausible. Quelque chose d'épique. De grandiose. Personne ne peut prouver que j'ai tort. La langue est morte. Il n'y a pas de locuteur pour me contredire. La fillette porta la main à sa bouche. Retint un cri. Et si quelqu'un découvrait la vérité? Personne ne le fera, répondit-il avec un sourire. Je suis le plus grand expert en langue du monde. Qui oserait me contester? Les hommes rirent. Prenant leurs mallettes, ils quittèrent la salle en discutant de publications et de droits d'auteur. Le docteur Hale resta, seul avec la tablette. Il caressa les symboles du bout des doigts. Et soupira. « Pardonne-moi » murmura-t-il. Mais la gloire n'attend pas la vérité. Puis il sortit. Éteignit les lumières. Ferma la porte à clé. La fillette sortit de derrière le rideau. Ses jambes tremblaient. Son esprit s'emballait. Elle devait faire quelque chose. Mais quoi? Qui la croirait? Une fillette de 12 ans contre l'homme le plus respecté du monde linguistique? Mais alors, elle se rappela les mots de son grand-père. Les mots sont des graines. Et elle portait en elle une forêt entière prête à pousser. La bibliothèque municipale sentait le papier vieilli et la poussière. La fillette passa ses doigts sur les dos usés des livres de la section histoire militaire. C'était un samedi matin. Sa mère pensait qu'elle était chez une amie à étudier. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Elle étudiait. Juste pas de la manière que sa mère imaginait. Elle trouva ce qu'elle cherchait sur la 3e étagère. Un livre mince à la couverture bleue décolorée, Campagne oubliée, la guerre des îles Cascades. Publié en 1952. Il n'existait que 3 exemplaires dans toute la ville, selon le système de la bibliothèque. Celui-ci était le seul disponible. Elle s'assit à une table dans un coin, loin des fenêtres, loin des regards. Elle ouvrit le livre avec précaution. Les pages étaient jaunies. Certaines tachées de café ou de thé. Quelqu'un avait souligné des passages au stylo bleu il y a des décennies. Le livre racontait une guerre qui avait duré 3 ans. Des soldats américains envoyés sur un archipel isolé du Pacifique. Des opérations secrètes et des batailles jamais publiées dans les journaux. Et quelque chose de plus. Quelque chose qui fit battre le cœur de la fillette plus vite. Pour protéger les communications,
disait un paragraphe du chapitre 7, l'unité d'élite connue sous le nom de Faucon des montagnes développa un système de code basé sur une langue autochtone éteinte. Le code était considéré comme incassable car il exigeait non seulement une connaissance linguistique, mais une compréhension culturelle approfondie. Elle tourna la page. Il y avait une photo en noir et blanc. Des soldats posant devant un drapeau. Elle agrandit l'image avec ses yeux. Troisième, à partir de la gauche. Deuxième rangée. Son grand-père. Plus jeune. Sans rides. Sans le poids sur les épaules. Mais c'était lui. Elle en était certaine. Les larmes brouillèrent sa vue. Elle les essuya rapidement. Il fallait continuer. Il y avait plus. Toujours plus. Elle photographia chaque page du chapitre avec le vieux téléphone que sa mère lui avait donné pour les urgences. La batterie n'était qu'à 15%. Cela devait suffire. Lorsqu'elle eut terminé, elle rendit le livre. Remercia la bibliothécaire qui ne la regarda même pas. Et sortit à la lumière du soleil, trop agressive après des heures sous les néons. L'appartement était vide à son retour. Sa mère travaillait en double service et ne rentrerait pas avant minuit. La fillette verrouilla la porte. Ferma les rideaux. S'assit par terre dans le salon, les photos du téléphone gravées dans son esprit. Elle ferma les yeux. Essaya de se souvenir. Chaque conversation avec son grand-père. Chaque histoire. Chaque symbole qu'il dessinait dans le sable du parc lorsqu'ils allaient nourrir les pigeons. La langue des montagnes, disait-il, ne connaît pas le mensonge. Quand tu dis que quelque chose est vrai, tu mets ta vie dans ces mots. C'est pour cela qu'elle était parfaite pour la guerre. Parce qu'un homme ne met pas la vie de ses frères en danger avec de la falsité. Elle rouvrit les yeux. Prend un vieux cahier de l'école. Commence à écrire. Pas la traduction complète. Pas encore. D'abord, elle devait organiser ce qu'elle savait. Créer une carte. Un guide. Quelque chose qui prouve qu'elle n'inventait rien. Elle travailla pendant des heures. Sa main commença à lui faire mal. La lumière du jour disparut. Elle alluma la seule lampe du salon et continua. Symbole par symbole. Mot par mot. Connectant mémoire et sens. Construisant des ponts entre ce que son grand-père avait enseigné et ce qui était gravé dans la pierre. Il était presque 10 heures du soir lorsqu'elle termina. 3 cahiers pleins de notes. Diagrammes. Connexion. Et enfin, la traduction complète du poème. Elle lut à voix haute. Sa voix tremblait. Pour ceux qui ne verront pas l'aube. Pour ceux restés là où les montagnes touchent la mer. Leurs noms sont le vent. Leurs histoires sont la pluie. Et tant que cette pierre résistera, vous ne serez pas oubliés. Suivez des noms. 23 noms. Chacun écrit avec les symboles complexes de la langue des montagnes. Et à la fin, une signature. Un symbole qu'elle reconnaissait parce que son grand-père le dessinait sur toutes les cartes d'anniversaire qu'il lui donnait. C'était lui. Son grand-père avait créé cette tablette. Avec d'autres survivants. Pour honorer les morts. Pour garantir qu'un jour, quelqu'un se souvienne. Et le docteur Hale voulait transformer cela en mensonge. En gloire vide. Une ligne de plus dans son CV. La colère revint. Mais cette fois, elle était accompagnée de clarté. Elle savait ce qu'elle devait faire. Juste pas encore comment. Le lundi arriva trop vite. La fillette avait à peine dormi. Elle avait passé tout le dimanche à réviser ses notes. Vérifiant chaque symbole. Confirmant chaque mot. Il ne pouvait y avoir d'erreur. Une seule erreur et tout s'effondrerait. À l'hôtel, l'atmosphère était différente. Plus tendue. Le docteur Hale marchait de long en large, téléphone collé à l'oreille. Il parlait en français, puis en allemand. Sa voix sonnait irritée. Pressé. Non, disait-il. La conférence de presse aura lieu demain comme prévu. Oui, j'aurai la traduction complète. Non, je n'accepte plus de report. Il raccrocha. Jeta le téléphone sur la table. Regarda la tablette avec un mélange de haine et de désespoir. La fillette servait le café. Personne ne la remerciait. Personne ne la remarquait. Elle était un fantôme. Une ombre qui entrait et sortait en portant des choses. Mais elle entendait tout. Voyait tout. Et savait exactement ce qui se passait. Le docteur Hale était désespéré. Ses financeurs exigeaient des résultats. La presse voulait des réponses. Et il n'avait rien. Juste des promesses vides et un plan pour fabriquer une fausse traduction. Pendant la pause déjeuner, la fillette vit quelque chose qui changea tout. L'une des linguistes, la professeure aux cheveux roux, était assise seule dans le jardin de l'hôtel. Elle fumait une cigarette et fixait le vide. Il y avait de la tristesse dans ses yeux. Ce genre de tristesse qui vient de voir quelque chose de beau se transformer en pourriture. La fillette s'approcha.
Excusez-moi. La femme leva les yeux. Oui. Puis-je poser une question? La professeure haussa les épaules. Vous pouvez. Croyez-vous vraiment que le docteur Hale va déchiffrer cette tablette? Silence. La femme tira une longue bouffée sur sa cigarette. La fumée s'échappa lentement. Non, dit-elle enfin. Je n'y crois pas. Alors pourquoi? Pourquoi suis-je ici? La professeure rit sans joie. Parce que c'est ainsi que le jeu fonctionne, ma chère. Tu t'associes au grand nom. Tu espères qu'un peu de gloire te retombe dessus. Et tu fermes les yeux sur ce qu'il faut ignorer. Elle écrasa la cigarette dans le cendrier. Pour la première fois, elle regarda la fillette avec attention. Pourquoi me poses-tu cette question? La fillette inspira profondément. Parce que je peux la traduire. La professeure cligna des yeux. Quoi? La tablette. Je sais ce qui est écrit. Pendant un long moment, la femme ne fit que regarder. Puis elle se pencha en avant. Tu plaisantes. Non. Tu es une enfant. Cela ne change rien à ce que je sais. La professeure examina son visage. Cherchait des signes de mensonge, de blague, d'illusion enfantine. Mais quelque chose dans le regard de la fillette la fit hésiter. Comment? Mon grand-père. Il était un des faucons des montagnes. Il m'a enseigné la langue. Silence. Puis la professeure fit quelque chose d'inattendu. Elle prit un stylo et une serviette en papier. Dessina 3 symboles. Des symboles de la tablette. Dis-moi ce que cela signifie. La fillette regarda. Montagne qui pleure. C'est un nom. Le nom d'un soldat mort en sauvant d'autres pendant une embuscade. Le stylo tomba de la main de la professeure. Mon Dieu, murmura-t-elle. Tu sais vraiment. Je sais. Tu dois parler à. Personne ne m'écoutera. La fillette l'interrompit. J'ai essayé. Il me regarde et ne voit qu'une fille qui sert le thé. La fille de la femme de ménage. Rien de ce que je dis n'a d'importance. La professeure ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, quelque chose avait changé. Détermination. Alors, nous allons faire en sorte qu'ils écoutent. Elles travaillèrent en secret. Pendant les pauses. Dans les moments volés entre les tâches. La professeure, nommée Elnor, apportait des livres. Posait des questions. Testait les connaissances de la fillette de toutes les manières possibles. Et la fillette répondait à tout. Traduisait. Expliquait. Montrait les connexions que seule une personne ayant vécu la langue pouvait connaître. Incroyable, murmurait Elnor toujours. Absolument incroyable. Mais il y avait un problème. La conférence de presse aurait lieu le lendemain. Le docteur Hale annoncerait sa fausse traduction. Et une fois que ce mensonge serait publié dans les journaux et revues académiques, il serait presque impossible de le défaire. Nous avons besoin de plus de temps, dit Elnor. Nous n'avons pas de temps. Alors que faisons-nous? La fillette regarda par la fenêtre. Dehors, le monde continuait de tourner. Les gens vivaient leur vie sans savoir qu'un élément important allait être perdu, que des mémoires allaient être transformées en fiction, que des hommes morts allaient être oubliés à nouveau. Nous faisons du bruit, dit-elle. Cette nuit-là, Elnor envoya des emails. Beaucoup d'emails. À des journalistes. À d'autres linguistes. À des universitaires qu'elle savait incapables de tolérer une fraude. Elle ne dit pas explicitement que le docteur Hale mentait. Mais elle sema le doute. Fit des questions. Suggéra qu'il y avait peut-être plus dans l'histoire que ce qu'il racontait. Pendant ce temps, la fillette fit quelque chose de plus audacieux. Elle utilisa l'ordinateur vieux de l'appartement pour créer un document. La traduction complète. Avec notes. Explications. Références historiques. Et elle l'envoya à tous les contacts de presse qu'elle avait pu trouver en ligne. Utilisa un email anonyme. Ne signa pas écrivit seulement à la fin, la vérité mérite d'être entendue. Même lorsqu'elle vient de lieux inattendus. Elle appuya sur envoyer. Et attendit. Le matin de la conférence de presse, l'hôtel était en chaos. Journalistes en masse. Caméra. Micro. Flash. Le docteur Hale était dans sa loge, ajustant sa cravate, préparant son discours. La fillette servait de l'eau au reporter. Elle entendait des fragments de conversation. Vous avez vu ce document qui a circulé hier soir? Oui. On dirait une théorie du complot. Mais si ce n'en est pas une? Comment une enfant pourrait-elle savoir ce que Hale ignore? Je ne sais pas. Mais les détails sont trop précis pour être inventés. La fillette sourit.
Le bruit fonctionnait. Les graines germaient. À 10 heures, le docteur Hale monta sur scène. La salle était pleine. Silence absolu. Il ajusta le micro. Regarda la mère de visage attentif. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, aujourd'hui je. Docteur Hale. » Une voix coupa. Un journaliste se leva. « Pouvez-vous commenter le document qui a fuité hier soir suggérant une traduction alternative de la tablette ?» Hale se figea. Juste une seconde. Mais suffisante. Tout le monde vit. Quel document? Il tenta de paraître détendu. Échoua. Un document anonyme. Très détaillé. Affirmant que la tablette n'est pas ancienne, mais un mémorial de guerre créé par des soldats américains dans les îles Cascades. Silence. On pouvait entendre une épingle tomber. C'est ridicule, dit Hale. Mais sa voix tremblait. Clairement l'œuvre de quelqu'un cherchant l'attention. Alors vous niez que la langue puisse être le code militaire utilisé par les faucons des montagnes. Une autre pause. Plus longue. Nous avons besoin d'une analyse appropriée avant de. Docteur Hale, un autre journaliste se leva. Avez-vous la traduction complète ou non? Et c'est à ce moment-là, le plus puissant de la salle commençant à s'effondrer, que la fillette sut. C'était maintenant. C'était son heure. Elle fit un pas en avant. Je l'ai. Le silence qui suivit fut absolu. Tous les regards se tournèrent. Les caméras pivotèrent. Les lumières s'ajustèrent. Et là, elle était. Une fille de 12 ans, tablier blanc, main légèrement tremblante, mais voix ferme. J'ai la traduction complète. Le docteur Hale descendit de la scène en 3 grands pas. Son visage était rouge. Les veines du cou saillantes. Qui a laissé cet enfant entrer ici? Où est la sécurité? Mais les journalistes étaient déjà debout. Microphone pointé vers elle. Caméra filmant chaque seconde. Un homme aux lunettes épaisses demanda « Vous êtes l'auteur du document anonyme ?» La fille prit une profonde inspiration. « Oui. » « Elle ne sait pas de quoi elle parle, » cria Hale. « Ce n'est qu'une gamine en quête d'attention. Elle a probablement lu quelque chose sur Internet et... » Mon grand-père était le capitaine Samuel Miller. Sa voix trancha le tumulte. Commandant de la 3e unité des Faucons des Montagnes. Il a créé cette tablette avec d'autres survivants en 1953, 1 an après la fin de la guerre. Ce n'est pas un artefact ancien. C'est un mémorial. La salle explosa en murmures. Des flashs crépitèrent. Le docteur Hale tenta de parler, mais sa voix fut engloutie par le chaos. Une journaliste se fraya un chemin jusqu'au devant. « Pouvez-vous le prouver ?» La fillette sortit une enveloppe de la poche de son tablier. À l'intérieur, des copies des photos du livre de la bibliothèque. L'image des soldats. Les documents déclassifiés qu'Elnor avait obtenus par ses contacts militaires. Voici l'unité. 3e à partir de la gauche, 2e rangée. Mon grand-père. Et ici, elle pointa un autre visage, c'est le grand-père de la professeure Elnor Ban. Il est mort dans les montagnes des îles Cascades. Son nom est sur la tablette. Elnor s'était levée. Des larmes coulaient sur son visage. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. « Je ne savais pas que mon grand-père était là. » La fillette continua. « La langue n'est pas ancienne. Elle a été créée par les soldats à partir d'un dialecte indigène des îles. Ils l'ont transformé en code. Un code vivant que seul quelqu'un ayant un lien réel avec la culture locale pouvait comprendre. Mon grand-père a passé des années sur ces îles. Il a appris des autochtones. Et ensuite, il m'a transmis la langue. Pour qu'elle ne soit pas oubliée. C'est absurde. » Tenta de reprendre Hale. Les codes militaires sont documentés. Ils ont été étudiés en profondeur. Si cela était vrai, nous le saurions déjà. Tous les codes n'ont pas été documentés. Une voix vint de l'arrière de la salle. Un homme âgé, appuyé sur une canne, marchait lentement entre les chaises. Il portait un manteau militaire décoré de médailles. Surtout ceux qui fonctionnaient trop bien. Tous se tournèrent. « Qui êtes-vous » demanda un journaliste. « Colonel James Park. Historien militaire. Et j'ai servi aux îles Cascades. Pas avec les Faucons, mais j'en ai connu quelques-uns. » Il regarda la fillette. « Samuel Miller était votre grand-père. » Elle hocha la tête. Le vieil homme sourit. Un sourire triste, chargé de mémoire. Sam était un homme bon. L'un des meilleurs. Et vous avez absolument raison. Ils ont créé ce code en utilisant la langue locale. Il fonctionnait si bien que le commandement a décidé de le garder classifié pendant des décennies. Il ne voulait pas que de futurs ennemis sachent que nous pouvions faire cela.
transformer des cultures vivantes en armes de communication. Le docteur Hale était pâle. Mais j'ai vérifié tous les dossiers. Il n'y a aucune mention de... Les dossiers n'ont été déclassifiés que depuis 2 ans, interrompit le colonel Park. Et même ainsi, de nombreux détails restent cachés. Vous n'avez pas cherché aux bons endroits, docteur. Vous étiez trop occupé à chercher la gloire facile. La salle était en émoi. Les reporters criaient des questions. Les caméras ne cessaient de filmer. Et au centre de tout, une fille de 12 ans tenait une enveloppe en papier craft comme si c'était la chose la plus importante du monde. Alors, une journaliste réussit enfin à se faire entendre. Pouvez-vous nous dire ce qui est écrit sur la tablette? La fillette regarda le docteur Hale. Il était vaincu. Il le savait. Tout le monde le savait. Mais elle ne ressentit aucun plaisir à cela. Juste de la tristesse pour tant de talent gaspillé par l'ego. Je peux, dit-elle. Mais j'ai besoin de la tablette. Il y eut une agitation. On la lui apporta. On la posa sur une table au centre de la scène. La fillette monta. Ses jambes ne touchaient presque pas le sol lorsqu'elle s'assit sur la chaise qu'on avait amenée. Elle toucha la pierre. Ressentit le froid familier. Ferma les yeux un instant. Elle entendit la voix de son grand-père dans sa tête. Quand tu lis ces mots, tu ne traduis pas seulement. Tu donnes une voix à ceux qui ne peuvent plus parler. Elle ouvrit les yeux. Et commença. Pour ceux qui ne verront pas l'aube. Pour ceux qui sont restés là où les montagnes touchent la mer. Sa voix résonnait dans la salle. Claire. Ferme. Portant le poids de chaque mot. Leurs noms sont vent. Leurs histoires sont pluie. Et tant que cette pierre résistera, vous ne serez pas oubliés. Elle continua. Nom par nom. 23 hommes. Chacun avec une brève description. Le fermier qui tirait mieux que n'importe quel instructeur. Le professeur qui parlait 5 langues et mourut en murmurant de la poésie. Le jeune homme de 19 ans qui n'eut jamais la chance de devenir père. À chaque nom, elle sentait le silence devenir plus lourd. Plus respectueux. Des larmes coulaient sur les visages de personnes qui ne connaissaient aucun de ces hommes mais ressentaient le poids de leur perte. Quand elle atteignit le dernier nom, sa voix fléchit. Un instant, elle ne put continuer. Puis elle sentit une main sur son épaule. Elle se retourna. C'était Elnor. Et derrière elle, sa mère. Elle était arrivée sans que la fillette s'en rende compte. Son visage était mouillé de larmes, mais quelque chose de nouveau brillait dans ses yeux, la fierté. Continue, murmura sa mère. Termine. La fillette hocha la tête. Elle se tourna vers la tablette. Thomas Ban. L'homme qui riait en portant les blessés. Qui chantait pour chasser la peur. Qui est mort pour que cet autre puisse vivre. Qui a laissé une fille qu'il n'a jamais connue. Qui aimait des montagnes qu'il ne reverrait jamais. Elnor sanglota. Elle couvrit son visage de ses mains. Papa, murmura-t-elle. Je n'ai jamais su. La fillette continua de lire. La dernière partie. La signature. Écrit par ceux qui ont survécu. Porté par ceux qui sont revenus. Pour que le monde sache, la guerre n'apporte pas seulement la mort. Elle apporte des histoires qui méritent d'être racontées. Et tant qu'il y aura quelqu'un pour les lire, les morts respirent encore. Elle termina. Mit sa main sur la tablette. Et là, devant les caméras du monde entier, elle pleura. Pleura pour des hommes qu'elle n'avait jamais connus. Pour un grand-père qui avait porté ce poids seul si longtemps. Pour une langue qui avait failli disparaître dans l'oubli. La salle explosa. Non pas en questions ou cris, mais en applaudissements. Longs. Respectueux. Le genre d'applaudissements réservé aux moments qui changent fondamentalement notre façon de voir le monde. Le docteur Hale n'était plus là. Il était parti silencieusement pendant la lecture. Personne ne l'avait remarqué. Personne ne s'en souciait. Les heures suivantes furent un flou. Interview. Photos. Questions. Tout le monde voulait lui parler. Connaître son histoire. Comprendre comment une fille de 12 ans avait accompli ce que les plus grands experts n'avaient pas pu. Mais au milieu du chaos, quelque chose se produisit qu'elle n'oublierait jamais. Le colonel Park s'approcha. Il tenait une vieille boîte en bois. « Cela appartenait à votre grand-père, dit-il. Il m'a demandé de la garder au cas où il lui arriverait quelque chose. Il a dit qu'un jour, quelqu'un de la famille viendrait la récupérer. Je pense que ce jour est arrivé. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, des lettres. Des dizaines d'entre elles. Écrites dans la langue des montagnes. Et en dessous de tout, une photo. Samuel Miller jeune, souriant, à côté d'une femme enceinte. Au verso, écrit à l'encre effacée, pour ma petite fille. Qu'elle apprenne à parler aux montagnes. La fillette prit la photo.
Et compris. Son grand-père avait toujours su. Il avait toujours planifié. Il avait planté des graines en sachant qu'un jour elles donneraient des fruits, même s'il n'était plus là pour les voir. Dans la salle de conférence de l'hôtel, les organisateurs du symposium se réunirent. Elnor était présente. D'autres linguistes respectés. Et au centre de la discussion, la question de savoir quoi faire maintenant. Nous devons publier la traduction correcte, dit quelqu'un. Et créditer correctement, ajouta un autre. Mais elle est une enfant. Mineure. Sans diplôme académique. Elnor frappa la table. Alors nous lui donnons les diplômes. Nous créons une bourse. Un programme. Quelque chose qui permette aux jeunes comme elle d'accéder au monde académique sans avoir à naître aux bons endroits. Il y eut des murmures d'approbation. La bourse Samuel Miller, suggéra quelqu'un. Parfait. Il fut décidé. La traduction serait publiée. Avec son nom, son histoire, son grand-père. Et un fonds serait créé pour préserver les langues en danger et former de nouveaux linguistes, indépendamment de leur origine sociale. Tard dans la nuit, quand tout le monde fut enfin parti, la fillette et sa mère marchèrent dans les rues vides vers la maison. L'air était froid. Les étoiles brillaient au-dessus. « Tu as désobéi, » dit sa mère. « Je sais. »« Tu t'es exposé. »« Je sais. »« Tu as tout risqué. »« Je sais. » Silence. Puis sa mère s'arrêta, se retourna, et pour la première fois depuis longtemps, sourit vraiment. « Et tu avais absolument raison de le faire. » Elle serra sa fille dans ses bras. Fort. Longuement. Le genre d'étreinte qui dit tout sans mots. Ton grand-père serait fier. La fillette enfouit son visage dans l'épaule de sa mère. Tu penses qu'il savait? Que je le ferais. Je pense qu'il s'y attendait. C'est pour ça qu'il t'a enseigné. C'est pour ça qu'il a planté toutes ces graines. Il savait qu'un jour tu fleurirais. Elles continuèrent leur chemin. Mais quelque chose avait changé. Elles ne marchaient plus voûtées. Plus invisibles. Elles marchaient comme des personnes qui ont découvert que leur voix compte. Que le savoir n'a ni couleur ni classe. Que la vérité trouve toujours son chemin, même lorsqu'elle vient des lieux les plus improbables. Et quelque part, dans une salle vide d'un hôtel, une tablette de pierre reposait sous des lumières douces. Ces symboles enfin compris. Ces histoires enfin entendues. Ces morts enfin rappelées. La justice avait été faite. Pas par des cris ni par la vengeance. Mais par la chose la plus puissante qui existe, la vérité dite avec courage. 6 mois plus tard, la ville avait changé. Ou peut-être était-ce simplement la façon dont la fille la voyait maintenant. Les mêmes rues, les mêmes bâtiments. Mais tout semblait différent quand on marchait la tête haute. Elle ne travaillait plus à l'hôtel. Sa mère non plus. On lui avait proposé un poste meilleur, avec un salaire correct, dans un bureau proche. Rien d'extravagant. Mais suffisant. Suffisant pour qu'elle n'ait plus à faire des doubles journées. Suffisant pour qu'elle puisse dîner ensemble tous les soirs. La fille passait désormais ses matinées dans un endroit différent. Un bâtiment en marbre au centre de la ville. Colonne blanche. Escalier large. Porte lourde avec poignée en bronze. Les archives nationales. Remettre des documents déclassifiés à une enfant avait provoqué la controverse. Débats animés dans les comités. Articles d'opinion divisés. Mais au final, le bon sens l'emporta. Elle avait prouvé sa valeur. Elle avait montré que le savoir ne respectait ni l'âge ni l'origine. Et il y avait un travail à accomplir. Un travail que seule elle pouvait faire. Traduire les documents des faucons des montagnes. Des dizaines d'entre eux. Lettres. Rapports. Ordres codés. Tous écrits dans la langue que son grand-père avait aidé à créer. Tous attendant quelqu'un capable de leur redonner voix. Elle travaillait dans une petite salle au 3e étage. Un bureau en bois sombre. Une chaise confortable. Des fenêtres donnant sur le parc où les pigeons se rassemblaient à la recherche de miettes. Et des piles de papier jaunies par le temps. Chacun racontant des histoires d'hommes oubliés jusqu'à ce qu'elle les ramène à la vie. Aujourd'hui était spécial. Aujourd'hui arriverait le premier groupe de boursiers du programme Samuel Miller. 15 jeunes de tout le pays. Différentes origines. Différentes histoires. Mais tous partageant quelque chose. Un talent pour les langues que le système traditionnel avait ignoré. Elle arrangea les papiers sur le bureau. Vérifia l'heure. Il restait 20 minutes avant la réunion. Assez de temps pour terminer la lettre qu'elle traduisait. Elle était d'un soldat nommé Peter Chen. Écrite 3 jours avant qu'il ne meure dans une embuscade. Adressée à sa sœur cadette. L'écriture était soignée. Les mots choisis avec soin. Ne pleure pas pour moi quand cette lettre arrivera.
Pleure pour les montagnes que je ne verrai jamais vieillir. Pleure pour les rires que je ne donnerai jamais. Mais pas pour moi. J'ai choisi d'être ici. Choisi de protéger ce que nous aimons. Et si c'est mon dernier choix, qu'il soit digne d'être souvenu. La fille essuya une larme. Même après 6 mois, cela faisait encore mal. Chaque histoire. Chaque nom. Chaque vie interrompue. Mais la douleur était nécessaire. Parce qu'elle signifiait qu'elle écoutait vraiment. Qu'elle honorait vraiment. Elle tapa la traduction sur l'ordinateur. Sauvegarda le fichier. L'ajouta à la base de données croissante qui serait un jour accessible au public. Des histoires qui avaient été secrètes pendant des décennies trouvaient enfin la lumière. La salle de conférence était pleine à son arrivée. Les 15 boursiers étaient déjà installés. Jeunes âgés de 16 à 20 ans. Yeux brillants d'attente. Nerveux. Pleins d'espoir. Elnor était devant la salle. Elle coordonnait désormais le programme. Elle avait quitté son poste prestigieux dans une université de la côte et pour le faire. Certaines choses sont plus importantes que le prestige, avait-elle dit en annonçant sa décision. Bienvenue, commença Elnor. Vous êtes ici parce que vous avez un don. Un talent que beaucoup ont essayé d'ignorer. Parce que vous ne rentriez pas dans les moules traditionnels. Parce que vous veniez des mauvais endroits. Ou aviez les mauvaises couleurs. Ou les mauvais accents. Elle fit une pause. Laissa les mots s'imprégner. Mais les dons ne connaissent pas de frontières sociales. L'intelligence n'exige pas de pédigré. Et chacun d'entre vous l'a prouvé. En apprenant des langues seules. En déchiffrant des codes par pure curiosité. En refusant de laisser le monde vous dire que vous n'étiez pas à la hauteur. Les jeunes écoutaient en silence absolu. Certains avaient les larmes aux yeux. Parce que ces mots signifiaient quelque chose. Ils signifiaient que quelqu'un les voyait enfin. Aujourd'hui, continua Elnor, vous allez rencontrer quelqu'un qui comprend exactement ce que vous ressentez. Quelqu'un qui a été là où vous êtes. Qui a affronté ce que vous avez affronté. Et qui a prouvé que des voies inattendues peuvent changer le monde. Elle fit un signe. La fille entra. Il y eut un moment de reconnaissance. Tout le monde savait qui elle était. Son histoire avait été racontée dans les journaux, les documentaires, les podcasts. La fille qui avait défié le plus grand linguiste du monde. Et avait gagné. Mais la voir en personne était différent. Car elle ne semblait pas spéciale. Elle ne portait pas de vêtements chers. Ne parlait pas avec autorité imposante. C'était juste une fille. Comme eux. Et cela rendait tout plus puissant. Parce que si elle avait réussi, eux aussi pouvaient. « Salut », dit-elle simplement. « Je m'appelle. Enfin, vous savez déjà. Et je ne suis pas ici pour faire un discours inspirant. Je ne suis pas doué pour ça. » Certains rirent. La tension dans la salle diminua. « Je suis ici pour dire une chose simple. Vous appartenez à ce monde. Au monde des idées. De la découverte. Du savoir. Peu importe ce que quelqu'un a dit. Peu importe combien de portes vous ont été fermées au visage. Vous appartenez ici autant que n'importe qui naît dans un berceau doré. » Elle marcha entre les chaises, regardant chacun dans les yeux. Mais appartenir ne suffit pas. Vous devez aussi travailler. Plus dur que les autres. Parce que leurs erreurs seront pardonnées. Les vôtres seront utilisées comme preuve que vous ne devriez pas être ici. Telle est la réalité injuste. Mais ce n'est pas une raison d'abandonner. C'est une raison d'être meilleur. Elle s'arrêta devant une fille aux cheveux bouclés qui ne cessait de jouer nerveusement avec ses mains. « Comment tu t'appelles »« Jennifer. »« Quelle langue parles-tu, Jennifer ?»« Créole haïtien. Je l'ai appris avec ma grand-mère. »« Et combien de personnes dans ce pays comprennent le créole haïtien ?»« Pas beaucoup. »« Exactement. Tu as accès à un monde entier de culture, d'histoire et de savoir que la plupart ignorent. Ce n'est pas un désavantage. C'est un super pouvoir. Utilise-le. » La fille sourit. Pour la première fois depuis son entrée, ses mains cessèrent de trembler. Après la réunion, elle retourna dans son bureau. Mais elle n'était pas seule. Elnor l'avait suivie. Elle s'assit sur la chaise visiteur avec un soupir fatigué. « Tu as bien fait là-bas, » dit-elle. « J'ai juste dit ce que je ressentais. » Parfois, c'est ce que les gens ont besoin d'entendre. Pas de longs discours. Juste une vérité simple. Elles restèrent un moment en silence. Confortable. Le genre de silence entre des personnes partageant quelque chose d'important. « Tu as entendu parler du Dr Hale » demanda enfin Elnor. La fille hocha la tête. Elle avait entendu. Le scandale avait détruit sa carrière. Les universités annulèrent ses conférences. Les maisons d'édition retirèrent ses livres. Il avait essayé de s'excuser publiquement, mais ses mots sonnaient creux.
Trop tard. Il m'a envoyé une lettre, dit la fille. Elnor se redressa. Vraiment? Que disait-elle? Qu'il avait tort. Qu'il avait laissé l'ego détruire quelque chose qui aurait dû être une découverte authentique. Que je lui avais donné une leçon qu'aucun livre n'avait pu donner. Tu as répondu? Pas encore. Je réfléchis à ce que je vais dire. Tu n'as rien à dire. Il ne mérite pas ton temps. La fille prit la lettre dans le tiroir. La relut. Les mots tremblés trahissaient une tristesse réelle. Pas un repentir de façade. Une vraie tristesse de quelqu'un qui comprenait enfin ce qu'il avait perdu. Je pense que tout le monde mérite une seconde chance, dit-elle. Pas pour revenir en arrière, mais pour devenir meilleur. Peut-être pourra-t-il enseigner aux autres à ne pas refaire les mêmes erreurs. Elnor sourit. Tu as un cœur plus grand que tu ne devrais. Après tout ce qu'il a fait. Ce n'est pas à propos de lui. C'est à propos du genre de personne que je veux être. Et je ne veux pas être quelqu'un qui garde rancune. Il y a déjà trop d'amertume dans le monde. Ce soir-là, elle dîna avec sa mère comme elle le faisait désormais. L'appartement était toujours petit. Le plafond toujours fissuré. Mais il y avait des projets de déménagement. Quelque chose de mieux. Avec une vraie chambre pour chacune. Peut-être même un petit jardin. Comment s'est passée ta journée? Demanda sa mère en servant le dîner. J'ai rencontré les nouveaux boursiers. Ils sont incroyables. L'un d'eux parle 6 langues africaines. Si. La mère siffla, impressionnée. Et moi, je galère avec mon espagnol. Elles rirent. Mangèrent. Parlèrent de petites choses. Parce qu'après tout ce qu'elles avaient traversé, ce sont les petites choses qui comptaient le plus. Dîner ensemble. Rire ensemble. Être ensemble. Plus tard, alors qu'elle faisait la vaisselle côte à côte, la mère dit quelque chose que la fille n'oublierait jamais. Je me trompais, tu sais. À propos de quoi? Quand je t'ai dit de rester invisible. De ne pas attirer l'attention. Je pensais te protéger. Mais je t'enseignais seulement à te cacher. La fille toucha la main de sa mère. Tu me protégeais, faisant ce que tu pensais être juste. Mais tu m'as appris quelque chose de mieux. Tu m'as appris que parfois, il faut être vu. Que certaines batailles valent la peine d'être menées. Et que notre voix compte, même quand le monde essaie de nous convaincre du contraire. Elles s'étreignirent. Longuement. Fortement. 2 femmes qui avaient appris ensemble ce que signifiait exister pleinement dans un monde qui préférait les voir comme des ombres. Des semaines devinrent des mois. Le projet continua. Plus de documents traduits. Plus d'histoires récupérées. Plus de noms ramenés de l'oubli. La tablette originale fut envoyée dans un musée. Mais pas n'importe quel musée. Un musée dédié spécifiquement aux histoires de guerre racontées par ceux qui avaient combattu. Pas des généraux ou des politiciens. Des soldats ordinaires. Et la plaque à côté de la tablette racontait toute l'histoire. Du capitaine Samuel Miller. De la langue qu'il avait aidé à préserver. Et de la petite fille qui avait assuré que son héritage survive. Des visiteurs venaient de tout le pays pour voir. Beaucoup pleuraient. Parce qu'ils reconnaissaient quelque chose dans cette histoire. Reconnaissaient leur propre lutte. Leur propre voix ignorée. Leurs propres vérités étouffées. Et ils lisaient les derniers mots gravés sur la plaque. Des mots de la fille elle-même, choisis avec soin. Les histoires ne meurent pas quand les gens meurent. Elles meurent quand nous cessons de les raconter. C'est notre travail. Pas seulement celui des universitaires ou des puissants, mais de nous tous. Garder vivantes les histoires qui comptent. Honorer les voix qui méritent d'être entendues. Et se rappeler que le savoir n'appartient à personne. Il appartient à tous ceux qui ont le courage de le chercher. 5 ans s'étaient écoulés depuis ce jour à l'hôtel. La fille n'était plus une enfant. 17 ans maintenant. Préparant l'université. Elle avait des offres de plusieurs établissements. Les meilleurs du pays. Tous voulaient la jeune fille qui avait changé le domaine de la linguistique avant même de terminer le lycée. Elle en choisit une non pas pour le prestige, mais pour le but. Une université petite, axée sur la préservation des langues en extinction. Où elle pourrait continuer le travail commencé par son grand-père. Où elle pourrait former d'autres à écouter les voix oubliées du monde. Le dernier jour avant de partir pour l'université, elle visita la tombe de son grand-père. Il y avait des fleurs fraîches. Quelqu'un les déposait régulièrement. Des vétérans qui avaient servi avec lui. Des gens qui n'avaient jamais oublié. Elle s'agenouilla. Toucha la pierre froide. Tu avais raison, dit-elle à voix basse. Les mots sont des graines. Et regarde la forêt qui a poussé. Le vent souffla. Les feuilles dansèrent. Et pendant un instant, elle jura entendre sa voix. Douce. Fière.
disant ce qu'il disait toujours quand elle faisait quelque chose de bien. C'est ma fille. La leçon qu'elle retint de cette expérience ne portait pas sur la linguistique, pas sur les codes ou les traductions. C'était quelque chose de plus simple et profond. Le monde essaiera de te faire petite. Essayera de te convaincre que ta place est de servir le thé, pas de t'asseoir à table. Que ta voix n'a pas d'importance. Que tes rêves sont trop grands pour quelqu'un comme toi. Mais le monde a tort. Tu appartiens à n'importe quel espace où tu choisis d'être. Ton savoir est valable. Ta perspective est importante. Ton histoire mérite d'être racontée. Pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es humaine. Et l'humanité, dans toutes ses couleurs, formes et origines, est ce qui rend le savoir riche. Ce qui rend la découverte possible. Ce qui rend l'avenir brillant. Alors ne te cache pas. Ne fais pas ta voix taire. N'accepte pas l'invisibilité comme prix de la sécurité. Plante tes graines. Même dans un sol dur. Même quand personne ne croit que quelque chose poussera. Parce qu'un jour, contre toute attente, tu regarderas autour de toi et verras une forêt entière. Et tu comprendras que ça valait la peine. Chaque lutte, chaque larme, chaque moment de doute. Ça valait la peine d'être vu. Ça valait la peine d'être entendu. Ça valait la peine d'exister pleinement dans un monde qui a tenté de t'effacer. C'est la vraie victoire. Pas de détruire ceux qui t'ont sous-estimé, mais de prouver, simplement en existant et en persistant, qu'ils avaient tort. Et ce faisant, d'ouvrir des portes pour tous ceux qui viendront après toi. Parce qu'au final, on ne se souvient pas des trophées que l'on a gagnés, mais des graines que l'on a plantées, des voix que l'on a aidé à élever, des histoires que l'on a refusé de laisser mourir. Et cela, plus que toute autre chose, est un héritage qui mérite d'être laissé. Si cette histoire a touché ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Ensemble, nous pouvons continuer à raconter des histoires qui comptent. Des histoires de personnes ordinaires accomplissant des choses extraordinaires. Parce que nous avons tous une forêt qui attend de grandir. Nous avons juste besoin du courage de planter la première graine.